Bonjour à tous. De retour avec de nouveaux résumés de films. Dans cette vidéo, je vais résumer l'un des thrillers de 2010, intitulé The Torture. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais souhaiter à tous une bonne et merveilleuse journée. Sans plus attendre, passons directement à l'intrigue. Le film commence en montrant la vie d'une petite famille qui semble passer de bons moments ensemble. Le mari, Craig, est médecin et sa femme, Elise, travaille comme courtière dans le secteur de l'immobilier. En raison de leurs horaires différents, Craig et Elise doivent alterner pour s'occuper de leur fils bien-aimé de 6 ans, Benjamin. Ce matin-là, Elise doit partir travailler comme d'habitude, tandis que c'est au tour de Craig de s'occuper de Benjamin. Une fois sa femme partie, Craig invite Benjamin à jouer au ballon avec lui dans le jardin. Mais remarquant que le temps commence à devenir chaud, Craig retourne d'abord à l'intérieur pour prendre de la crème solaire pour Benjamin. Malheureusement, il ignore totalement qu'un homme, garé dans une voiture non loin de son jardin, surveille Benjamin. Au moment où Craig rentre, la voiture se rapproche lentement du jardin et n'est plus qu'à quelques mètres de Benjamin qui joue. À l'intérieur, Craig cherche la lotion dans un tiroir parmi les produits de beauté en désordre de sa femme. Il n'a aucune idée qu'il est sur le point de vivre la pire expérience de sa vie. Papa, non. Incapable de suivre la vitesse de la voiture, Craig prend immédiatement sa propre voiture et se lance à la poursuite du ravisseur. Pris de panique, Craig subit un autre revers. Au moment où il s'apprête à appeler la police, il se rend compte que son téléphone portable est resté à l'intérieur. À ce stade, il n'a qu'une seule chose en tête, poursuivre et retrouver le véhicule du ravisseur par ses propres moyens. Il arrive ensuite à un passage supérieur, mais malheureusement, la voiture du ravisseur a de nouveau disparu de sa vue. La circulation devient également chaotique alors que Craig essaie d'arrêter chaque voiture pour emprunter un téléphone. Police secours, quelle est votre urgence? Quelqu'un a enlevé mon fils. Elise, qui vient de rentrer du travail, est bien sûr surprise de trouver sa maison remplie de policiers et de quelques journalistes. En entrant dans la maison, elle rencontre son mari avec une expression de panique, comme si elle voulait lui poser une question, mais aucun mot ne sort de ses lèvres. Un détective tente de la convaincre de s'asseoir d'abord pour parler de l'enlèvement de son enfant. Mais cela ne fait qu'augmenter la panique d'Elise, qui crie de manière hystérique en demandant où est son enfant. Plusieurs heures se sont écoulées et la police n'a toujours aucune information sur le motif de l'enlèvement. Elise commence à se demander pourquoi le ravisseur ne les a pas encore contactés pour une demande de rançon. À ce stade, elle suppose que Benjamin n'a pas été enlevé pour l'argent, mais par quelqu'un qui agit par pur plaisir, communément appelé psychopathe. Le nom de mon petit garçon est Benjamin Michael Landry. Qui que vous soyez, s'il vous plaît, ne faites rien à mon petit garçon. S'il vous plaît. Pendant ce temps, Benjamin, enfermé dans un sous-sol, crie de peur et appelle son père et sa mère. Les cris de Benjamin irritent le psychopathe, nommé John Kozlowski. Tais-toi. John, agacé par le bruit, entre alors dans la pièce et a l'intention de tuer Benjamin. Tu vas avoir de gros ennuis. Ne t'approche pas de moi. C'est une pièce en désordre. Je te dis, je suis très. Plus tard dans la journée, 2 policiers, nommés Patterson et Alvarez, se rendent chez John après avoir reçu plusieurs indications des résidents locaux. Certains d'entre eux avaient signalé avoir entendu des pleurs provenant du sous-sol de John. À ce moment-là, John ouvre la porte d'entrée mais leur refuse l'accès pour vérifier ce qui se passe. Il prétend ensuite qu'il est déprimé en ce moment et que c'était sa voix. Mais Alvarez, insatisfait de la réponse de John, essaie de savoir si John a des enfants. John répond qu'il n'en a pas et qu'il vit seul dans cette maison. C'est à ce moment-là qu'Alvarez aperçoit des vêtements d'enfants dans la maison, et ils sont convaincus que John cache quelque chose. Les deux, maintenant méfiants, demandent à entrer et à regarder autour de la maison, mais John rejette leur demande. Au lieu de cela, il exige que les 2 policiers montrent d'abord un mandat de perquisition. En conséquence, les 2 policiers sont contraints d'adopter des mesures plus drastiques à son encontre. Ils prennent un certain temps pour fouiller la maison pièce par pièce jusqu'à ce que Patterson découvre une porte d'accès menant au sous-sol. En entrant dans le sous-sol, il ne découvre que de vieux meubles usés et sales. Mais le policier est toujours fermement convaincu que quelque chose ne va pas dans la maison. Il trouve également des taches de sang ainsi que des outils en désordre comme des perceuses, des tournevis et un marteau, tous tachés de sang. En ouvrant la porte d'une autre pièce, Patterson est stupéfait de voir le corps sans vie de Benjamin. Ensuite, Elise entend le téléphone sonner et se force à le décrocher. Malheureusement, elle doit recevoir la nouvelle que Benjamin a été retrouvé mort, et Elise, en tant que mère, est incapable de dire un mot jusqu'à ce que son corps s'effondre sans force. Sur le chemin de l'hôpital, elle et son mari espèrent toujours que l'enfant n'est pas Benjamin. Mais en réalité, lorsque Craig et Elise arrivent à l'hôpital, ils doivent accepter que le garçon est bien Benjamin. En quelques heures, leur vie autrefois heureuse est bouleversée. Craig et Elise, toujours déprimés et frustrés, tentent d'obtenir justice pour que le psychopathe soit puni le plus sévèrement possible pour son acte. Mais au final, la décision du tribunal ne correspond pas à leurs attentes, car John n'est condamné qu'à 25 ans de prison. Accusé John Kozlowski. 2 chefs d'accusation, meurtre au premier degré.
2 chefs d'accusation, enlèvement. Avec l'autorisation de la cour, mon client plaide non coupable. L'équipe tente toujours de déterminer le nombre de victimes et leur identité. Il semble que Craig et Elise soient très en colère et déçus après que le juge ait rendu une décision dans leur affaire. Elise ne peut pas retenir ses sentiments et demande à Craig de l'aider à obtenir une arme, mais Craig explique que tuer le coupable ne changera rien. Elise dit alors qu'ils ont échoué en tant que parents et qu'ils doivent faire quelque chose pour la dignité de leur fils. Plusieurs jours se sont écoulés. L'état mental de Craig et Elise semble très mauvais. La situation s'aggrave encore car ils commencent à ne plus se soucier l'un de l'autre. De plus, ils se disputent maintenant souvent juste parce qu'ils se demandent qui devrait porter le blâme. Au milieu de la détresse, Elise décide finalement de quitter Craig pendant un certain temps pour se calmer. Après le départ de sa femme, Craig semble être dans un état de désespoir, pensant qu'il n'y a plus d'avenir ou d'espoir pour que leur famille soit à nouveau unie comme elle l'était, jusqu'à ce qu'il décide finalement de mettre fin à ses jours en s'injectant quelque chose dans le bras. Mais lorsqu'il voit la photo de Benjamin juste devant lui, il sent un murmure qui renforce sa foi et aussi sa raison pour ne pas commettre cet acte irréfléchi. Cela le ramène à une époque où les trois étaient encore ensemble, et il se souvient à quel point sa petite famille était heureuse de vivre avec leur enfant bien-aimé. Après cela, quelque chose germe dans l'esprit de Craig pour exprimer sa déception, ce qui l'a maintenant transformé en un homme en colère, jusqu'à ce qu'un autre murmure apparaisse dans son cœur et son âme qui déclenche un mode de vengeance. À ce stade, il cherche sa femme pour la faire monter à bord afin de venger la mort de leur enfant bien-aimé. Tout d'abord, Craig et Elise commencent leur opération en se rendant à l'hôpital où Craig travaille actuellement. Craig sort de la voiture et se fraye un chemin devant plusieurs membres du personnel médical. Puis il tombe sur une ambulance dont la porte n'est pas verrouillée. Après être monté dans l'ambulance, Craig prend quelques médicaments et les met dans un petit sac. Le lendemain, dans une prison, le processus de transfert de John Kozlowski vers une autre prison plus sécurisée doit commencer. Craig et Elise, quant à eux, surveillent John qui est escorté par la police de loin et suivent le véhicule pour mener à bien leur opération. Sur le chemin de la nouvelle prison, le fourgon pénitentiaire s'arrête à une station-service où l'un des policiers entre dans une supérette pour acheter des tasses de café. Elise sort alors de la voiture et entre dans la supérette où elle met leur plan en action. Craig rattrape alors Elise et crée des ennuis à la caisse pour attirer l'attention de tout le monde. Le trajet reprend et il continue de suivre le véhicule du prisonnier en attendant que le médicament fasse effet. En tant que médecin, Craig est si sûr que les policiers qui le consomment subiront des effets secondaires du médicament. Et leur plan réussit car, après 30 minutes, le fourgon pénitentiaire s'arrête au milieu de la route. Les policiers sortent rapidement du fourgon car ils ont mal au ventre. Craig monte alors rapidement dans ce véhicule et s'enfuit avec le prisonnier, sa femme le suivant de près dans la voiture. Alors qu'il se rapproche du bord de la forêt, Craig, qui roule à grande vitesse, heurte accidentellement un cerf qui traverse la route juste devant lui. « Tu vas bien ? » »« Oui, je pense. » Heureusement, Craig n'a subi qu'une légère blessure au visage lors de l'accident. Il voit alors le prisonnier qui est étendu sur le sol, couvert de sang. Ils essaient donc de vérifier l'état de John Kozlowski et découvrent qu'il a perdu connaissance à la suite de l'accident. Ils amènent alors immédiatement John dans une maison de plantation, loin de la ville où ils vivent. Ils placent d'abord John sur une table, ses jambes et ses mains toujours menottées. John se réveille alors, et à ce moment-là, Craig lui dit qu'il va recevoir un médicament. Cela explique que les médicaments que Craig a pris plus tôt dans l'ambulance font partie de son plan principal. Il est probable qu'ils vont commencer à torturer John et ne lui permettront pas de mourir, le médicament gardant John éveillé pendant plusieurs semaines. Le lendemain matin, alors qu'il nettoie la voiture des taches de sang, Elise reçoit soudain un appel du détective Berger. Le détective lui dit que le fourgon pénitentiaire qui a été utilisé pour transporter John vient d'avoir un accident et que John a réussi à s'échapper. En entendant cela, Elise fait semblant d'être surprise par l'information. Bien qu'ils soient les cerveaux derrière l'incident. Le détective exprime également ses regrets pour la négligence des policiers. Au milieu de la nuit, l'esprit de Craig semble être hanté par la perte de son fils, des souvenirs de Benjamin lui traversant constamment l'esprit. En conséquence, le sentiment de perte pousse Craig à exprimer à nouveau sa colère en allant voir John et en écrasant sa cigarette allumée sur le ventre de John jusqu'à ce qu'il ressente une douleur insupportable. La torture se poursuit le lendemain matin, Craig soudant les brûlures de cigarettes de la nuit précédente sur le ventre de John. À ce moment-là, Elise, qui entend les cris de douleur de John, commence à se sentir mal à l'aise avec ce qu'ils lui ont fait. Mais Craig essaie de convaincre Elise en disant que ce qu'ils font maintenant n'est rien en comparaison de ce qu'il a fait à leur enfant. Après avoir dit cela, Craig, qui semble être insatisfait, poursuit ses actions en injectant quelque chose dans le cou de John. Il s'avère que le médicament provoquera des contractions musculaires chez John. Mais ce ne sera pas une seule contraction musculaire comme nous en faisons lorsque nous nageons. Au lieu de cela, ce sera une contraction qui affectera chaque muscle du corps. Le lendemain matin, alors qu'ils torturent à nouveau John dans le sous-sol, ils sont alarmés par le bruit de pas sur le parquet au-dessus de leur tête. Il s'avère qu'un homme avec son chien est entré dans la maison, et l'homme est un résident des environs.
Méfiant quant à ce que fait Élise dans la maison, l'homme lui dit que la maison appartient à un homme nommé Frank Joseph. Élise, qui est courtière en immobilier, gère habilement la situation en disant à l'homme que la maison est en vente en ce moment. De plus, elle est une courtière qui attend maintenant son client pour inspecter l'état de la maison. Heureusement, l'homme la croit lorsque Craig prétend être un acheteur et les laisse immédiatement seuls. Pendant ce temps, le détective Berger est informé par l'un des policiers que le véhicule de transport du prisonnier a maintenant été retrouvé. Le détective se précipite immédiatement sur les lieux de l'accident pour découvrir ce qui s'est exactement passé. Craig et Élise, qui torturent à nouveau John, sont stupéfaits lorsque John dit qu'il ne se souvient de rien d'autre que de l'accident de voiture précédent. Il dit même qu'il ne se souvient pas de qui il est vraiment, ce qui pourrait être dû au coup qu'il a reçu à la tête lors de l'accident. Élise continue d'essayer de ne pas croire ce que John leur dit. Cependant, tous deux commencent à se sentir coupables d'avoir torturé l'homme qui n'a aucune idée de la raison pour laquelle il est torturé. Mais Élise n'est toujours pas prête à le laisser partir car elle est sûre qu'il ne fait que mentir. Ils essaient alors de prouver que l'homme ment en blessant la jambe de John et en forçant l'homme à dire le nom de leur fils. « Je sais que tu mens. Comment s'appelait mon fils ? Allez. Ce n'est rien. Ça n'a pas fait mal. Ce n'est rien. Je ne sais pas, madame. Dis juste son nom. Je n'arrêterai pas. Comment s'appelait mon fils ? Oh, arrêtez. S'il vous plaît. Dis son nom. Son nom est Benjamin. Crois-tu toujours qu'il ne se souvient pas ? Plus tard dans la nuit, Élise se réveille de son sommeil et va aux toilettes. Pendant ce temps, John, menotté dans le sous-sol, essaie de se libérer. Avec un peu d'effort, il parvient finalement à se libérer et les menottes qui lui enchaînent les jambes et les mains se détachent. Après cela, il monte pour sortir. Mais Élise, qui est assise sur les toilettes, est alarmée par le bruit de la porte de la chambre qui s'ouvre lentement. Elle est paniquée et effrayée, mais tout ce qu'elle peut faire est de regarder son mari qui dort encore. À ce stade, elle n'a d'autre choix que d'essayer d'attaquer l'homme derrière les toilettes. Élise se déplace lentement tout en tenant un tuyau de fer dans ses mains et frappe John, le rendant inconscient. Craig se réveille en sursaut et il ramène rapidement l'homme au sous-sol. Malheureusement, l'homme se réveille soudainement et riposte en donnant un coup de pied à Craig dans les escaliers. Mais il n'attaque pas Élise et se précipite plutôt loin de là. La police, quant à elle, mène une perquisition dans les environs. Heureusement, ils parviennent finalement à retrouver et à arrêter John qui tentait de s'échapper. À ce stade, tout est clarifié, et bien sûr, l'homme qui est arrêté est John Kozlowski, celui qui est condamné à 25 ans de prison pour le meurtre d'un enfant. Cependant, le point crucial est que dans le fourgon précédemment détourné, il y avait aussi un autre coupable nommé Patrick Gallaghan, qui a été condamné à 18 mois de prison pour évasion fiscale et fraude. Eh bien, comme on le voit, ce type est celui qui était censé passer ses journées avec Craig et Élise dans cette maison. Craig et Élise, quant à eux, sont choqués de voir que l'homme qu'ils ont suivi s'est pendu, et ils découvrent également un morceau de papier avec un message écrit par l'homme. L'homme, qui s'avère être Patrick Gallaghan, dit qu'il sait qu'il est une personne très détestée et exprime ses regrets pour cela. Il dit aussi qu'il mérite ce qui lui a été fait. Mais il n'est pas en mesure de supporter la torture plus longtemps, alors il décide de mettre fin à sa vie. Craig et Élise, sachant cela, sont stupéfaits de la prise de conscience qu'ils ont échoué dans leur vengeance, car l'homme qu'ils ont torturé tout au long de la journée n'est pas John Kozlowski, l'homme qui a tué leur enfant, mais Patrick Gallaghan. Voilà, c'était tout pour le résumé de The Torture, 2010. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.